Bonjour à tous, je souhaite attirer votre attention sur une actualité législative et réglementaire. Sont parus, le 9 mars 2017, une ordonnance 2017-303 et un décret 2017-305 relatifs aux actions en dommages et intérêts du fait de pratiques concurrentielles. Il s'agit là de la transposition d'une directive de l'Union européenne du 26 novembre 2014. Ces dispositions ont pour but de faciliter l'exercice des actions en dommages et intérêts pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles. Quelles sont les pratiques qui sont visées? Il s'agit en premier lieu des ententes. Il s'agit également des abus de position dominante, des abus de dépendance économique, des accords ou des pratiques concertées accordant des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou un groupe d'entreprises outre-mer, des accords ou pratiques dans le domaine du transport et en dernier lieu, des pratiques de prix abusivement bas. Alors quelles sont les conditions de la responsabilité? Eh bien, un nouvel article L481-1 du Code de commerce pose le principe selon lequel toute personne physique ou morale formant une entreprise est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle. Alors, le responsable n'est pas l'entreprise, mais la personne physique ou morale formant une entreprise. Ce peut donc être une société fille, mère, au sein d'un groupe. L'idée est que ces personnes vont se voir opposer un certain nombre de présomptions de preuve. L'objectif de cette réglementation est d'alléger la preuve pour les victimes. En premier lieu, les textes instaurent une présomption irréfragable de l'existence de la pratique anticoncurrentielle dès lors que son existence et son imputabilité ont été constatées par des décisions en force de chose jugée de l'autorité de la concurrence, de la Cour d'appel de Paris ou de la Commission européenne. Les victimes ont donc intérêt, finalement, à n'introduire leur action qu'après la fin de la procédure publique, afin de pouvoir bénéficier de cette présomption irréfragable. C'est ce que l'on appelle les actions dites de follow-on. Si elles intentent une action autonome, c'est-à-dire de stand-alone, elles devront prouver l'existence de la pratique anticoncurrentielle. En deuxième lieu, la preuve de l'existence du préjudice et du lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice est facilitée. Les textes posent ici une présomption qui est toutefois réfragable et présumée, jusqu'à preuve contraire, qu'une entente entre concurrents cause un préjudice. L481-7 du Code de commerce. Cette présomption résulte du fait qu'il est considéré que la plupart des ententes perturbent le fonctionnement du marché. Cette présomption ne concerne cependant que les ententes entre concurrents et donc principalement intéresseront les victimes d'un cartel. Finalement, il suffira de prouver, dans bien des cas, l'ampleur de son préjudice. La preuve du préjudice est elle-même facilitée. Il était souhaité qu'il soit introduite une sorte de nomenclature, comme il en existe une en matière de préjudice corporel, dite nomenclature d'Intillac. Et la première liste de préjudices concurrentiels a été dressée, elle figure désormais à l'article L481-3 du Code de commerce. Il est visé la perte subie, qui comprend la perte résultant du surcoût, correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service que l'acheteur direct a effectivement payé et celui qu'il aurait payé en l'absence de commission de l'infraction. Et la minoration du prix résultant du prix plus bas que lui a payé à l'auteur de l'infraction. D'autre part, le préjudice est également constitué du gain manqué. Application classique de la réparation intégrale du préjudice, perte subie, gain manqué. Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume de vente lié à la répercussion partielle ou totale du surcoût qu'il a été amené à opérer sur ses contractants directs ou de la prolongation certaine et directe des effets de la minoration des prix qu'il a dû pratiquer. Le troisième part est indemniser la perte de chance. Et en dernier lieu, le texte admet la réparation d'un préjudice moral. Cette chronique n'a pas pour but, compte tenu de son format court, de vous informer sur le détail
des dispositions de l'ordonnance qui est commenté dans un dossier thématique publié depuis le 3 avril dernier sur le site internet de Gouache Avocat et que je vous invite à consulter. Elle a pour vocation à attirer votre attention sur finalement les risques financiers que font désormais courir les pratiques anticoncurrentielles et qui ne cessent de se renforcer au fil du temps. Ces matières, qui étaient stratégiques, le sont encore plus aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques d'actualité du droit de la distribution.